Le moteur de ma Peugeot 3008 refroidissait depuis des heures, et moi aussi. Paris dormait, ou du moins faisait semblant enveloppé dans cette fausse quiétude de 5 heures du matin. Mais sur le siège conducteur, il n'y avait pas de place pour le sommeil. Seulement le froid, un froid qui s'était insinué jusqu'à mes os, alors que je regardais à travers le pare-brise les lumières de la chambre 314 de l'hôtel Le Régent s'allumer, baisser d'intensité et finalement s'éteindre. Ils étaient entrés ensemble, lui Amaury, mon mari depuis 7 ans, portant ce blazer bleu marine que je lui avais acheté en septembre dernier, elle une grande silhouette aux cheveux sombres, relevée, vêtue d'une robe rouge éclatante qui hurlait dans la pénombre du parking souterrain. Il riait. Il lui avait ouvert la porte avec ce geste galant qu'il réservait toujours à ses clients importants, un geste que je croyais bêtement qu'il ne réservait qu'à moi. Ils ne s'étaient pas embrassés à l'entrée. C'eût été trop vulgaire, trop évident pour un homme comme Amaury. Ils avaient seulement échangé un regard intime complice avant de disparaître derrière les portes tournantes. C'est à ce moment-là que mon monde, s'est fendu en deux dans un silence assourdissant. Mon téléphone collé à la paume moite de ma main a vibré doucement, juste au moment où les premiers doigts de lumière rose griffaient le ciel au-dessus de la tour Eiffel au loin. Un texto de lui. Ma chérie, désolée, ça va être une de ces soirées. Cette fichue clôture fiscale pour le dossier Beaumont me coince au cabinet. Ne m'attends pas pour dîner. Je t'appelle demain matin. Je t'embrasse. A. J'ai lu le texto 2-3 fois. Les mots dansaient sur l'écran, des mensonges bien polis, professionnels, dignes du brillant avocat d'affaires qu'il était devenu. Coincé au cabinet, n'est-ce pas? Sauf que le cabinet avait un lit king size et une vue sur la Seine. Le froid que j'avais accumulé toute la nuit, couche après couche, comme du givre sur une vitre, est soudainement devenu solide, tranchant, utile. Ce n'était plus un poids, c'était une arme. Mes doigts engourdis ont bougé avec une précision robotique. Moi, calme-toi, nous allons signer les papiers du divorce. La réponse fut presque immédiate, un appel téléphonique que j'ai refusé sans ciller, puis un autre texto. Amaury, quoi pas encore ce mélodrame? Solange, tu plaisantes, j'espère. Je suis sous l'eau au travail. Moi, je ne plaisante pas. Descends maintenant, je suis dans le parking. Il y eut une longue éternelle pause. L'écran a affiché « Amaury est en train d'écrire ». Plusieurs fois comme s'il cherchait les mots justes pour désamorcer une bombe dont la mèche avait déjà brûlé jusqu'au bout. Finalement, un simple Amaury « où ». Je n'ai pas répondu. J'ai verrouillé mon écran et je suis sortie de la voiture. L'air matinal sentait le café fraîchement moulu du bistrot du coin et l'essence. Je me suis appuyée contre le capot en croisant les bras. Il ne tremblait pas, ça m'a surprise. J'ai attendu. Les minutes s'étiraient, puis la porte tournante s'est mise à tourner et il est sorti. Il portait exactement les mêmes vêtements que la veille, maintenant froissés. Ses cheveux, toujours impeccablement coiffés, étaient en désordre. Il a cherché du regard confus jusqu'à ce que ses yeux se posent sur les miens. J'ai vu la couleur quitter son visage. Une réaction physique instantanée. Son masque d'avocat, confiant de mari en contrôle, s'est fissuré une seconde, exposant une panique pure. Il a marché vers moi, lentement d'abord, puis plus vite. Il a tenté d'esquisser un sourire tordu nerveux. « Solange, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était rauque, lourde de sommeil fausse. Il a tendu la main comme pour me prendre dans ses bras, mais ma posture, mes bras croisés, agissant comme une barrière, l'a stoppé net. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu m'as suivi, ce n'est pas ce que tu crois, je te le jure, » a-t-il marmonné en baissant la voix. Ses yeux fuyaient mon visage pour se poser sur ma voiture, les fenêtres de l'hôtel n'importe où, sauf dans mon âme. « Oh non, ai-je dit, ma voix me semblait étrange, calme, comme si elle appartenait à une autre femme, une femme bien plus forte. J'ai sorti le téléphone de ma poche, je n'ai pas ouvert les messages, j'ai ouvert la galerie de photos. La première datait de la nuit dernière, eux deux entrant dans l'hôtel, sa main dans le bas de son dos, un geste possessif, intime. La seconde prise 3 jours plus tôt, par le détective privé que j'avais engagé, Amaury et Inès, cette même femme en rouge, riant sur une terrasse des quais de Seine, partageant une bouteille de vin blanc, sa main sur la sienne. J'ai fait glisser l'image. Il y en avait d'autres, mais la première suffisait. J'ai tenu l'écran devant son visage, j'ai vu ses pupilles se dilater, comment il a dégluti. Tout son répertoire d'excuses s'est évanoui dans l'air froid du matin. Et ça, ce n'est pas ce que tu crois non plus, Amaury, une autre cliente, la fille de ton meilleur client peut-être, Inès Fournier, 28 ans, fraîchement embauchée au département fiscal, très dévouée à ce que j'ai entendu dire. Solange, écoute-moi. Sa voix était maintenant un râle suppliant.
Il a essayé d'attraper mon bras, mais j'ai retiré ma main vivement comme si son contact me brûlait. Non, toi tu m'écoutes. J'ai passé la nuit entière ici. J'ai regardé la lumière de ta chambre s'éteindre. J'ai lu ton mensonge pathétique sur le travail. J'ai arrêté de t'écouter il y a des années. Je ne voulais juste pas m'en rendre compte. J'ai pris une profonde inspiration. L'air me faisait mal à la poitrine. Les papiers sont prêts. Mon avocate maître Dubois, oui celle que tu m'as recommandée pour le litige de la copropriété, les a tous préparés. Ton exemplaire sera au cabinet à 10 heures. J'y serai à 11 heures. Avec un peu de chance, d'ici là, tu auras eu le temps de prendre une douche et d'inventer une meilleure excuse à raconter à ta mère pour expliquer pourquoi ton mariage est parti en fumée. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il explosé, sa peur se transformant en rage. La rage d'un homme acculé qui pensait détenir toutes les cartes. C'est insensé pour une stupidité pareille. C'est juste une fille, ça ne veut rien dire. C'est un truc de boulot. Un truc de boulot, ai-je répété. Et pour la première fois, j'ai senti la colère, la pure et juste colère, commencer à faire fondre la glace dans mes veines. Coucher avec la fille de ton associé principal, c'est un truc de boulot. Utiliser notre argent, l'argent de notre avenir, pour payer son appartement et ses bijoux, c'est un truc de boulot. S'il te plaît, Amaury, fais-moi une faveur et ne me prends pas pour une idiote jusqu'à la fin. Ma voix, plus forte que je ne l'avais prévu, a résonné dans le silence du garage. Un voiturier sortant de l'hôtel nous a jeté un regard curieux. Amaury s'est assez humilié. Comment tu sais pour l'appartement a-t-il demandé déconcerté, sa colère se dégonflant instantanément. Un sourire froid s'est glissé sur mes lèvres. C'était la première fois que je me sentais puissante depuis des mois, des années, parce que je ne suis plus la Solange naïve que tu as rencontrée, celle qui croyait que les retours tardifs étaient dus aux bouchons sur le périphérique, celle qui pensait que ses voyages d'affaires à Biarritz étaient juste pour jouer au golf avec des clients. Cette femme-là est morte de froid sur ce siège la nuit dernière. Celle qui reste, ai-je dit en ouvrant la portière, a fait ses devoirs. Je suis montée dans la voiture et j'ai claqué la porte. Il est resté planté, la pâle, débraillé, regardant la vie parfaite qu'il avait construite sur une montagne de mensonges s'effondrer à ses pieds. J'ai démarré le moteur, un son indécisif qui a déchiré le silence tendu entre nous. J'ai baissé la vitre de quelques centimètres. Ses yeux pleins d'une peur authentique maintenant ont rencontré les miens. À 11 heures, Amaury, au cabinet, ne sois pas en retard, tu sais à quel point je déteste qu'on me fasse perdre mon temps. Et avant qu'il ne puisse articuler un autre mensonge, une autre supplique, une autre tentative de manipulation, j'ai retiré mon pied du frein et je suis partie. Dans le rétroviseur, je l'ai vu devenir de plus en plus petit, seul sous la lumière froide de l'aube parisienne, tenant toujours son téléphone, la preuve de sa ruine, brillant inutilement sur l'écran maintenant sombre. Je n'ai pas pleuré, au lieu de ça, j'ai allumé la radio. Une vieille chanson de Françoise Hardy passait ironiquement entraînante. J'ai monté le son et, pour la première fois d'une nuit interminable, j'ai pris une vraie respiration. Ce n'était pas un soupir de soulagement, c'était la première inspiration aiguë et douloureuse de quelqu'un qui venait de remonter à la surface après avoir failli se noyer. La bataille, je le savais, ne faisait que commencer. Mais la nuit dernière, dans l'immobilité suffocante de ce parking, j'avais livré la première et la plus importante escarmouche. Je m'étais reconquise. 3 mois plus tôt. La brise qui entrait par les baies vitrées de notre appartement de standing au parc Monceau portait encore un dernier soupir d'été, mais la lumière n'était plus la même, c'était une lumière plus basse, plus dorée qui annonçait l'automne. Moi, Solange, j'étais appuyée contre le chambranle de la porte, regardant la fin d'après-midi teintée d'ambre, les façades en pierre de taille de l'immeuble voisin. Dans ma main, un verre de vin blanc qui avait perdu sa fraîcheur. Derrière moi résonnait le silence d'un appartement trop grand, trop calme. « Cette semaine va être un enfer, ma chérie », a dit Amaury en sortant de la chambre. Il portait la chemise bleu ciel qui lui allait le mieux, celle que j'avais repassée moi-même ce matin-là. Il a ajusté son nœud de cravate dans le miroir du couloir avec ce geste rapide et expert qu'il avait perfectionné au fil des années à comparaître devant des juges et de riches clients. Le dossier Beaumont est sur le point d'exploser. Réunion tardive, dîner d'affaires. Ne m'attends pas. C'était la 3e fois qu'il le disait cette semaine et nous n'étions que mardi. Je me suis tournée vers lui, appuyant ma hanche contre le rebord de la fenêtre. Encore un dîner avec le même client. On dirait que M. Beaumont préfère notre compagnie à celle de sa femme. Amaury a eu un petit rire. Un son creux professionnel. C'est un gros poisson so-so. Un gros poisson avec un divorce compliqué et un portefeuille d'investissement qui occupe la moitié des îles Caïmans. Ces courtoisies font partie du jeu. Il s'est approché et m'a déposé un baiser rapide sur la joue.
Son parfum boisé et cher m'a enveloppée. Depuis des mois, cette odeur ne me donnait plus les papillons dans le ventre d'autrefois. Maintenant, elle me rappelait juste des halls d'hôtel et des factures que je ne voyais jamais. Tu sais comment ça se passe ? Je sais, ai-je dit, et c'était vrai, je connaissais la théorie. 7 ans de mariage avec un avocat en pleine ascension dans un prestigieux cabinet du boulevard Haussmann vous apprennent donc la théorie. Ce que je ne savais pas, c'est pourquoi la pratique me nouait l'estomac un peu plus chaque jour. Et ton dîner avec Clémence ? A-t-il demandé en ramassant sa mallette en cuir, celle que ses partenaires lui avaient offerte quand il était devenu associé. Annulé, elle doit rester tard à la galerie pour monter la nouvelle exposition. C'est dommage, commande-toi quelque chose de bon. Il a ouvert la porte. Je ne sais pas à quelle heure je rentrerai. Ne m'attends pas. La porte s'est refermée doucement. Le silence a repris possession de l'appartement. J'ai fini le vin tiède et acide. Dîner d'affaires. Au début, quand il était simple collaborateur, c'était des pizzas froides au bureau. Puis c'est devenu des entrecôtes dans des brasseries chics. Dernièrement, ça avait muté en événements informels et soirées aux horaires flous. J'avais été compréhensive et même fière. Mon mari, le brillant Amaury Lefebvre, gravissant les échelons du succès avec détermination. Jusqu'au jour où, en regardant cette échelle d'en bas, j'ai réalisé que je ne grimpais plus à ses côtés. J'avais été laissée sur un palier tenant le manteau qu'il avait jeté pour monter plus vite. Une semaine plus tard, c'était le mariage de ma sœur cadette Léa. Une magnifique célébration dans un domaine viticole modernisé en Provence. Vignes dorées, longues tables, rires et tintements de verre. Amaury était impeccable comme toujours, le costume parfait dansant avec ma mère faisant les bonnes blagues à mes oncles, le mari parfait, mais moi qui avais appris à lire les moindres micro-expressions sur son visage en 7 ans, je voyais la tension derrière son sourire. Je voyais comment son regard dérivait toutes les quelques minutes, comment il vérifiait discrètement, mais constamment sa montre. Ta moitié a l'air pressée, a murmuré Clémence, ma sœur aînée, en s'approchant de moi avec 2 flûtes de champagne. Son regard, aussi affûté qu'un scalpel, a suivi la direction du mien. Amaury était de l'autre côté du patio parlant à mon père, mais sa posture était rigide, distante. Le dossier Beaumont, ai-je répondu automatiquement, c'était le joker, l'excuse universelle. Clémence a pris une gorgée de son champagne. Ce dossier doit avoir plus de tentacules qu'une pieuvre. Il l'enveloppe depuis le printemps. Elle m'a regardé de côté. Vous allez bien, vous deux ? Bien sûr. Pourquoi on n'irait pas bien ? Je ne sais pas. Parce qu'il a l'air plus intéressé par son téléphone que par la robe de ta sœur. Et parce que tu as un sourire peint sur le visage qui me rappelle maman le jour où le chien a mangé le chapelet de grand-mère. Avant que je puisse répondre, Amaury s'est approché. Ma chérie, je suis vraiment désolée, a-t-il dit en posant une main sur mon épaule. Son contact m'a fait parcourir un frisson involontaire. Je dois y aller. Beaumont doit signer des documents ce soir. C'est fou, mais ça fait partie du jeu, ai-je terminé pour lui avec une douceur qui m'a surprise moi-même. Il a cligné des yeux légèrement décontenancés. Exactement, je suis désolée. Il m'a embrassé sur la joue, fait un bisou à Léa pour moi, le prochain dîner, c'est pour moi. Et comme ça, au milieu du mariage de ma sœur, il a disparu. Je l'ai regardé s'éloigner entre les tables, saluant de la main son autre main, sortant déjà son téléphone de sa poche. Plus tard, bien après minuit, Clémence m'a ramené à la maison. Amaury avait pris sa propre voiture. Quand je suis entrée dans le garage, son Audi noir brillait sous les néons. Je me suis approchée sans trop savoir pourquoi. Peut-être pour sentir la chaleur résiduelle du moteur, preuve tangible qu'il avait été là, que son urgence avait été réelle. La portière côté conducteur n'était pas complètement fermée. Amaury, toujours si méticuleux, avait dû être distrait. À l'intérieur, l'odeur de son parfum était encore plus forte. Sur le siège passager à moitié caché sous le manuel de la voiture, j'ai vu un petit bout de papier rectangulaire, je l'ai ramassé. C'était une note du bar du Plaza Athénée, 2 cafés, une eau minérale et un club sandwich. Date la veille au soir, heure 22h47, payé par carte de crédit, celle d'Amaury. Je suis restée complètement immobile tenant ce bout de papier qui pesait soudain 1 tonne. Il pouvait y avoir 1000 explications, une réunion de dernière minute près de l'hôtel, un client de passage, mais quelque chose, un instinct profond et glacial me murmurait qu'aucune de ces explications n'était la vérité. Le Plaza Athénée n'était pas près de son bureau, et à 23h, un club sandwich pour 2 n'était pas un dîner d'affaires. C'était une collation de fin de soirée pour quelqu'un qui avait d'autres intentions. J'ai glissé la note dans mon sac à main. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste montée dans notre appartement silencieux. Et cette nuit-là, pour la première fois, j'ai dormi dans la chambre d'amis.
Les jours suivants furent un exercice d'observation morbide. J'ai commencé à remarquer des choses. La légère odeur sucrée d'un parfum étranger sur la veste qu'il laissait parfois traîner sur une chaise. Sa réaction exagérée quand un soir, alors qu'on regardait une série, son téléphone a sonné et il l'a retourné face contre table avec un bruit sec, prétextant un client agaçant. La façon dont il a changé le mot de passe de son ordinateur portable après des années à utiliser le même la date de notre anniversaire. Le coup de grâce est venu d'où je m'y attendais le moins. Une amie d'université, Camille, qui travaillait dans un cabinet de conseil, nous nous sommes retrouvés pour des cocktails dans un bar sur un toit dans le Marais. Après avoir parlé du travail d'amis communs et de la vie, elle a joué avec l'olive dans son verre et a dit avec une apparente désinvolture, qui ne m'a pas trompée, « Tiens, je t'ai vu l'autre jour. » Ou plutôt, j'ai vu Amaury. Mon cœur a raté un battement. Ah oui, où ça ? Sur les quais de Seine dans ce nouvel endroit branché. Il était avec un groupe du cabinet, je crois, et une grande brune en robe rouge. Ils avaient l'air de bien s'amuser. Elle m'a regardée et dans ses yeux j'ai vu la même inquiétude que Clémence avait montrée au mariage. Je ne sais pas, il semblait proche, mais bon, je suis sûre que c'était juste un truc de boulot, non ? Bien sûr, juste un truc de boulot. La même phrase, le même mantra. J'ai hoché la tête, la gorge sèche. Ouais, certainement, ces dîners d'équipe. Mais dans ma tête, les pièces commençaient à s'emboîter d'une manière qui me terrifiait. La note de l'hôtel, les nuits tardives, le parfum, la fille en rouge, et un nom qu'Amaury avait mentionné à de rares occasions, toujours avec un ton spécial, professionnellement intéressé, Inès Fournier. Cette nuit-là, pendant qu'Amaury ronflait doucement à côté de moi, il était rentré à une heure raisonnable, sentant les pâtes et le vin rouge. Je suis restée éveillée à fixer le plafond. Le doute, ce serpent silencieux, ne nichait plus seulement dans mon estomac. Il s'était enroulé autour de mon cœur et serré fort. Il ne suffisait plus d'observer. Il ne suffisait plus d'attendre que le mensonge s'effondre de lui-même. La Solange naïve, celle qui croyait au dîner d'affaires, avait été laissée derrière quelque part entre la note du Plaza Athénée et le regard apitoyé de Camille. Quelque chose a cédé en moi, la résignation peut-être, ou peut-être l'exact opposé, le dernier vestige de résignation se brisant en 1000 morceaux. Le froid que je sentirais des mois plus tard dans le parking de l'hôtel a commencé à se former là, cette nuit-là, dans le lit, que je partageais avec un homme qui me semblait de plus en plus étranger. Le lendemain matin, après avoir entendu Amaury quitter la maison avec un autre, tard ce soir, mon amour, je ne suis pas restée à regarder par la fenêtre. Je suis allée à mon ordinateur portable, j'ai ouvert le navigateur, et avec des doigts qui tremblaient légèrement mais avec une détermination d'acier nouvellement forgée, j'ai tapé les mots « Détective privé Paris ». Le dimanche sentait le gigot d'agneau et la culpabilité. L'arôme du rôti dominical que ma mère sortait du four dans sa maison de Versailles se mêlait à l'odeur familière des pins du jardin et à quelque chose de plus dense, de plus lourd, l'attente silencieuse qui avait nappé le repas depuis que j'étais arrivée seule. Amaury travaille encore un dimanche, avait demandé ma mère, quand je suis entrée en l'embrassant sur la joue, qui sentait le savon à la lavande et l'inquiétude. Cet éternel dossier. Ma mère Martine a hoché la tête avec les lèvres pincées, un geste que je ne connaissais que trop bien. C'était sa façon de dire « Je n'en crois pas un mot, mais je n'insisterai pas pour l'instant ». Mon père Édouard, lisant dans son fauteuil, a seulement levé les yeux par-dessus ses lunettes et a grogné « Ce garçon travaille comme un forcené. Un jour il aura l'argent pour s'acheter ses propres îles, mais pas le temps d'y mettre les pieds. » C'est ma sœur Clémence, déjà assise à table avec un verre de vin rouge, qui m'a lancé le regard qui disait tout, un regard qui disait « Ça va, tu veux parler, parce que si ce salaud t'a fait quelque chose, je le déchire en morceaux. » Le repas s'est déroulé dans la cacophonie habituelle d'un dimanche en famille. Les enfants de mon jeune frère Paul couraient autour de la table, ma belle-sœur Anna parlait sans arrêt des drames de l'association de parents d'élèves de leur école, mon père pontifiait sur la politique locale, ma mère servait des portions généreuses, comme si la sauce pouvait couvrir n'importe quel silence gênant, mais la tension flottait dans l'air plus tangible que la vapeur du rôti. C'est au dessert une tarte aux cerises maison que ma mère a apportée de la cuisine, que la bombe a été lâchée, de la manière la plus subtile qui soit. « Dis-moi, Soso, » a dit ma mère en s'essuyant les mains sur son tablier. « L'autre jour, j'ai croisé Linda, la mère, de l'amie d'Amaury. Comment s'appelle-t-il déjà, Marc ? Bref, j'ai croisé Linda aux Galeries Lafayette. Elle m'a dit
qu'elle avait vu Amaury il y a quelques semaines un samedi après-midi au cinéma d'art et d'essai du quartier latin avec des amis. Elle a laissé la phrase en suspens comme un plat sale que personne ne veut ramasser. Tout le monde, même les enfants, a semblé se taire une seconde. Clémence a posé sa fourchette sur son assiette avec un cliquetis sec. « Ah bon ?» ai-je demandé en goûtant une bouchée de tarte qui avait soudain un goût de cendre. Il ne m'en a pas parlé. Quels amis ? Elle n'a pas précisé, a répondu ma mère, évitant mon regard en ramassant les assiettes. Juste qu'il était avec des jeunes. J'ai pensé que vous organisiez peut-être quelque chose et que vous aviez oublié d'inviter les vieux. Son rire sonnait faux grinçant. Amaury a beaucoup d'obligations, maman, ai-je dit. Ma voix sonnait trop froide, trop contrôlée. Des trucs de boulot, tu sais ce que c'est ? Mon père est intervenu mal à l'aise avec la tournure de la conversation. Le travail d'abord, c'est comme ça, passe-moi le vin, Édouard. Mais ma mère n'était pas disposée à laisser passer l'occasion. Alors qu'elle aidait Anna à emporter les assiettes dans la cuisine, elle m'a dit sur un ton qui se voulait léger, mais qui était tout, sauf « Solange chérie, viens m'aider avec le café, tu le fais mieux que moi ». C'était un piège, et moi comme une idiote, je me suis levée et je l'ai suivie. Dans la cuisine, avec le ronronnement de la cafetière comme seul témoin, le masque est tombé. Ma mère s'est appuyée contre le comptoir en marbre, a croisé les bras et m'a regardé droit dans les yeux. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?»« Rien, maman, je te l'ai dit. »« Ne me mens pas. Tu as l'air d'assister à un enterrement depuis des semaines et aujourd'hui tu es encore venue seule. C'est cette fille, Inès, dont Clémence m'a parlé. J'ai maudit mentalement ma sœur, même si je savais que ses intentions étaient bonnes. Clémence devrait se mêler de ses affaires. Clémence se mêle de tes affaires parce que c'est le rôle d'une sœur. Et je suis ta mère. Maintenant, dis-moi qui est cette femme. » L'épuisement, la rage contenue, la suspicion qui me rongeait de l'intérieur depuis des semaines, tout a éclaté dans un murmure rauque. C'est la fille de Bertrand Fournier, l'associé principal d'Amaury, la nouvelle recrue de son cabinet. Elle a 28 ans et apparemment elle aime les films indépendants et les hôtels pas chers. Le visage de ma mère s'est décomposé. Elle n'avait pas l'air surprise, mais résignée, comme si elle avait attendu cette nouvelle, la redoutant, mais sachant qu'elle finirait par arriver. « Oh, Solange !» a-t-elle murmuré, et soudain elle faisait ses 65 ans. « Ces hommes ? Toujours les mêmes ? » ?»« Non, maman, tous les hommes ne sont pas les mêmes, et ce n'est pas juste une passade. C'est mon mari qui me ment, qui sort avec une autre, qui se moque de moi. »« Tu es sûre ? » a-t-elle demandé, et dans sa voix il y avait une pathétique lueur d'espoir. Ça pourrait être un malentendu, parfois les jeunes femmes sont très amicales, et les hommes se font des idées. Je ne suis pas stupide, ai-je lâché, et ma voix s'est élevée faisant sursauter Anna, qui entrait avec d'autres assiettes et reculait rapidement. J'ai des preuves, enfin presque. Je suis en train de m'en assurer. Ma mère s'est avancée, posant ses mains ridées sur les miennes qui agrippaient le bord du comptoir comme une bouée de sauvetage. « Écoute-moi, ma chérie, même si c'était vrai, ces choses arrivent, elles arrivent plus souvent qu'on ne le pense. Ton père, » elle a fait une pause déglutissant difficilement. « Enfin, peu importe pour l'instant, ce qui compte c'est la famille, ce que vous avez construit. 7 ans, Solange, un magnifique appartement, une vie enviable. Tu vas tout jeter par-dessus bord pour une petite aventure. » Je l'ai dévisagé incrédule, pas à cause de ce qu'elle disait, mais à cause de la douleur profonde et ancienne qui affleurait dans ses yeux. Soudain, beaucoup de choses de mon enfance prenaient un sens amer. Les disputes à voix basse, les absences soudaines de mon père, la tristesse qui enveloppait parfois ma mère comme un châle. « Papa ?» ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Elle a détourné le regard. C'était il y a longtemps, une secrétaire, une bêtise, mais j'ai enduré, pour vous les enfants. Pour cette maison, pour la famille, et regarde, nous sommes là ensemble. Ton père est un homme bien, au final, ils ont tous leurs faiblesses. J'ai senti une vague de nausée, pas de dégoût, mais de panique. Était-ce mon avenir ? Endurer, baisser la tête, devenir cette femme forte et brisée qui me regardait avec des yeux suppliants ? Je ne suis pas toi, maman, ai-je dit, et ma voix a tremblé, mais n'a pas craqué. Je ne vais pas endurer, je ne vais pas prétendre que rien ne se passe pendant que mon mari couche avec une autre. Je ne vais pas sauver les apparences pour que les voisins ne parlent pas. C'est ta vie que tu vas détruire. Sa voix s'est brisée, à son tour, mais de colère. Tu sais ce que c'est d'être une femme divorcée à ton âge, retourner vivre chez ses parents, les regards de pitié, tes finances en désordre, et si tu veux des enfants, l'horloge tourne. Chaque mot était un couteau, mais chaque couteau, au lieu de m'affaiblir, m'aiguisait. Je préfère la pitié des autres à mon propre mépris, ai-je dit en retirant mes mains des siennes. Et je ne reviendrai pas vivre dans cette maison
J'ai ma carrière, j'ai mes économies, j'ai Clémence. Clémence, s'est exclamée ma mère comme si le nom de ma sœur était une insulte. Bien sûr, ta sœur, la féministe, celle qui vit avec sa copine et peint des tableaux que personne n'achète, c'est elle qui va te donner des conseils sur le mariage, une femme qui n'a même pas su garder un homme. La porte de la cuisine s'est ouverte brusquement. Clémence était là, les poings serrés, les yeux flamboyants de fureur. Elle avait tout entendu. Une femme n'a pas à garder un homme, maman, comme si c'était un chien ou une plante verte, a-t-elle dit avec un calme plus terrifiant que n'importe quel cri. Et pour ta gouverne, Émilie et moi, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, plus longtemps que beaucoup de mariages que nous connaissons, et on ne se trompe pas, ce qui semble être plus qu'on ne peut en dire pour cette maison. Ma mère est devenue blême. Ne parle pas comme ça, c'est ma maison et Solange est ta fille, et elle souffre. Et au lieu de la soutenir, tu lui dis de se taire et d'encaisser comme tu l'as fait. Eh bien non, elle n'est pas toi, elle a plus de courage. Le bruit d'une assiette se brisant sur le sol de la salle à manger nous a toutes les trois fait sursauter. C'était mon père. Il avait passé la tête dans la cuisine et sur son visage d'habitude si serein, il y avait un mélange de honte et de rage contenue. Vous parlez de choses qui ne vous regardent pas, a-t-il rugi à ma mère. Laisse-la tranquille, Martine Solange est une adulte. Laisse-la faire ce qu'elle a à faire. Ah, et qu'est-ce que tu en sais, toi a rétorqué ma mère se tournant vers lui avec une fureur qu'elle devait accumuler depuis des décennies. Toi qui n'as jamais été là, toi qui... Assez. Ma voix a tranché l'air comme du verre brisé. Tout le monde s'est tu et m'a regardé. J'ai pris une profonde inspiration remplissant mes poumons d'un air lourd de ressentiments familiaux de vieux secrets et de mensonges hérités. Assez, ai-je répété. Maman, je t'aime, mais je ne vais pas vivre ma vie comme tu as vécu la tienne. Papa, je n'ai pas de mots pour toi en ce moment. Clémence, merci. J'ai attrapé mon sac à main sur le crochet. Mes mains tremblaient, mais ma voix était ferme. Je m'en vais, et je ne parlerai plus de ça avec vous tant que je n'aurai pas décidé comment et quand. Amaury et moi avons des choses à régler et nous allons les régler. Sans comités familiaux, sans conseils non sollicités et sans gigot d'agneau pour masquer les problèmes. Je me suis dirigée vers la porte, personne n'a essayé de m'arrêter. Sur le seuil, je me suis retournée. Ma mère pleurait silencieusement. Mon père regardait le sol vaincu. Seule Clémence soutenait mon regard et dans ses yeux j'ai vu une fierté féroce, une solidarité absolue. Encore une chose, maman, ai-je dit, ce n'est pas une petite aventure. C'est la fin de mon mariage et c'est moi qui vais décider de la façon dont il se termine. Je suis sortie dans l'entrée, puis dans la rue, baignée par la lumière du dimanche après-midi. L'air était doux, propre. Il ne sentait plus le rôti et la culpabilité. Il sentait la liberté. Une liberté terrifiante, douloureuse, mais la liberté quand même. Dans mon sac, mon téléphone a vibré. C'était un texto d'Amaury. Je finis bientôt. On dîne ensemble. Tu me manques. J'ai regardé l'écran, ce mensonge facile et brillant, et pour la première fois je n'ai pas ressenti de douleur, je n'ai pas ressenti de colère, j'ai ressenti de la clarté. Je n'ai pas répondu, j'ai rangé le téléphone, je suis montée dans ma voiture, et avant de démarrer le moteur, j'ai sorti mon agenda. J'ai cherché le numéro que j'avais noté quelques jours plus tôt, après mes recherches en ligne. Le numéro du détective privé recommandé par une amie de fac de droit spécialisée dans les divorces compliqués. J'ai regardé le nom, Luc Moreau. Enquête discrète. Sans me laisser le temps de douter ou de laisser le fantôme de la résignation de ma mère me décourager, j'ai composé le numéro. Il a sonné 2 fois avant qu'une voix grave et professionnelle ne réponde. Moreau. Bonjour, ai-je dit ma voix sonnant étrangement sereine dans le silence de ma voiture. Je suis Solange Lefebvre, j'ai besoin de vos services. Le bureau de Luc Moreau sentait le café bas de gamme et la fumée de cigarettes électroniques à la vanille. Il n'était pas dans un quartier glamour de Paris, mais dans un immeuble des années 70 du 15e arrondissement, non loin du parc des expositions. La salle d'attente était petite avec une table en formica et des magazines automobiles démodés. Rien à voir avec les bureaux immaculés de verre et d'acier du cabinet d'Amaury. Madame Lefebvre, entrez, a dit la réceptionniste, une femme d'âge mûr, avec des lunettes de lecture suspendues à une chaîne. Luc Moreau ne ressemblait en rien à un détective de cinéma. C'était un homme d'une 50aine d'années aux cheveux clairsemés et au léger embonpoint qui tendait les boutons de sa chemise à carreaux. Une veste en velours côtelé marron était jetée sur le dossier de sa chaise. Sa poignée de main était ferme sèche. Asseyez-vous, je vous en prie. Il a désigné la chaise en face de son bureau encombré de dossiers et d'un ordinateur portable daté. Au téléphone, vous m'avez dit qu'il s'agissait d'une affaire de surveillance conjugale. Ouais.
J'ai hoché la tête, posant mon sac sur mes genoux comme un bouclier. Maintenant que j'étais là, dans cet endroit qui confirmait que mon mariage nécessitait un espion, la réalité m'a frappé de plein fouet. J'ai dégluti. Je crois que mon mari me trompe. J'ai besoin de preuves. Moreau a hoché la tête sans montrer de surprise ni de jugement. Son expression était professionnelle neutre. Il a ouvert un carnet. Je comprends, c'est une situation difficile. Dites-moi ce qui vous rend suspicieuse. Et ainsi, d'une voix qui a commencé par trembler mais qui s'est affermie à mesure que je parlais, je lui ai tout raconté. Les interminables dîners d'affaires, la note du Plaza Athénée, le parfum étranger. La fille en rouge, le nom d'Inès Fournier, la fille de l'associé principal. Moreau prenait des notes d'une écriture rapide et minuscule. Vous avez une photo de votre mari et de mademoiselle Fournier si possible. Je lui ai tendu mon téléphone. J'avais une photo récente d'Amaury lors d'un dîner de famille. Pour Inès, je n'avais trouvé qu'une photo de profil LinkedIn que j'avais capturée. C'était un portrait professionnel, une brune séduisante avec un sourire confiant presque provocateur. Moreau l'a étudiée. Je la connais. Ou plutôt, je la connais de nom. Son père, Bertrand Fournier, est un poids lourd. Il a des intérêts partout dans Paris. Il m'a regardé. Ça pourrait compliquer les choses. Les gens de pouvoir ont tendance à être prudents. Je ne veux pas de problème, je veux juste la vérité. La vérité a un prix, Madame Lefebvre, et parfois ce prix n'est pas seulement financier. Il a posé son stylo. Voici mes tarifs. Il a fait glisser une brochure imprimée vers moi. Surveillance de base rapport hebdomadaire, preuves photographiques ou vidéo si possible et légale. Tout est strictement confidentiel. Vous signez un accord de non-divulgation, je livre des résultats. Si on parle de piratage d'ordinateur ou de téléphone, c'est un autre service. Plus cher et avec des risques juridiques. Je ne le recommande pas comme première étape. J'ai lu les chiffres. C'était élevé mais pas prohibitif. Je pouvais me le permettre avec mes économies, avec la part du compte joint que je gérais. L'argent que j'avais pensé utiliser pour rénover la cuisine allait maintenant servir à dynamiter les fondations de mon mariage. D'accord, juste la surveillance pour l'instant. J'ai signé les papiers qu'il a fait glisser sur le bureau avec une écriture que j'espérais stable. Je veux savoir où il va, avec qui il est, combien de temps il passe avec elle, tout. Vous aurez votre premier rapport dans 48 heures. Il s'est levé, signifiant la fin de la réunion. Un conseil, Madame Lefebvre. Pendant que l'enquête est en cours, agissez de manière tout à fait normale. Pas de questions, pas de fouinage, pas de crise. Soyez froide, soyez intelligente. Les gens qui ont quelque chose à cacher deviennent négligents quand ils pensent que personne ne regarde. Je suis sortie de là en me sentant sale et puissante à la fois. J'avais franchi un seuil. Je n'étais plus seulement la femme suspicieuse. J'étais la cliente qui payait pour la vérité. Les 2 semaines suivantes furent un exercice de comédie non-stop. Je souriais à Amaury le matin. Je lui demandais des nouvelles de sa journée du dossier Beaumont. Je hochais la tête quand il me servait ses mensonges, de plus en plus élaborés, un dîner avec des clients japonais chez L'Ambroisie, un week-end de team building du cabinet à Deauville. Je notais mentalement chaque détail, chaque contradiction, puis je les comparais avec les rapports concis et dévastateurs qui commençaient à arriver sur une adresse email sécurisée que j'avais créée juste pour ça. Sujet Amaury Lefebvre. Jour 1, jeudi. Sors du cabinet d'avocat à 19h45. Prends un taxi jusqu'au restaurant L'Avenue. Rencontre mademoiselle Inès Fournier, 28 ans, pièce d'identité jointe à 20h15. Le dîner dure environ 2 heures. Comportement observable, proximité physique fréquente. Rire se tiennent la main à table. Sortent ensemble à 22h30. Prennent un taxi en direction du 7e arrondissement, descendent rue de Grenelle, entrent dans un immeuble résidentiel. Le sujet sort seul à 0h47, prend un taxi jusqu'à la résidence principale, 12 photographies jointes. Les images étaient granuleuses, prises au téléobjectif de loin mais sans équivoque. Amaury, souriant, se penchant vers elle dans un geste intime qu'il n'avait plus eu avec moi depuis des années. Elle riant, lui touchant le bras, l'adresse de la rue de Grenelle. Une recherche rapide sur Internet a confirmé qu'il s'agissait d'un immeuble de location de luxe, leur nid d'amour, ou peut-être l'appartement qu'ils payaient. Le deuxième rapport était encore plus accablant. Au jour 6, mardi, le sujet quitte le travail à 18h. Conduit son véhicule personnel Audi A6 jusqu'au carrousel du Louvre. Rencontre mademoiselle Fournier dans le parking souterrain. Elle monte dans le véhicule, reste à l'intérieur pendant 25 minutes. Par la suite se rendent à l'hôtel Le Régent. Entrent séparément à 5 minutes d'intervalle. Le sujet sort à 22h15 seul. 8 photographies jointes, plus extraits vidéo sans audio de l'entrée de l'hôtel. La courte vidéo tremblante a été le coup le plus dur.
Le voir mon mari entrer dans cet hôtel avec cette détermination furtive, c'était comme recevoir un coup de poing dans le ventre. Il n'y avait plus de place pour le doute ou l'espoir. La vérité était cette séquence froide et irréfutable de pixels. Luc Moreau m'a appelé avec le 3e rapport. Madame Lefebvre, j'ai des informations supplémentaires qui pourraient vous intéresser. Nous avons effectué une recherche financière de base en utilisant des données publiques. Votre mari effectue des virements mensuels depuis un compte secondaire à son nom vers un contrat de location au nom d'Inès Fournier. L'adresse est celle de la rue de Grenelle. L'appartement est loué depuis 7 mois. 7 mois, presque un an. Ce n'était pas une erreur de parcours, c'était une double vie. Il y a aussi des traces d'achat sur sa carte de crédit d'entreprise dans des bijouteries et des boutiques qui, d'après les montants et la fréquence, ne semblent pas vous être destinées. A continué sa voix neutre à l'autre bout du fil. Voulez-vous que nous creusions davantage? Nous pouvons essayer d'accéder à des relevés bancaires plus détaillés, mais j'aurai besoin de votre autorisation écrite et cela comporte plus de risques juridiques. Non, ai-je dit, et ma voix sonnait étrangement sereine, comme si elle venait de loin. C'est suffisant. Plus que suffisant. Envoyez-moi tout ce que vous avez, s'il vous plaît, et préparez la facture finale. J'ai raccroché. Je n'avais besoin de rien d'autre. J'avais les pièces du puzzle. Un puzzle laid vulgaire qui montrait l'image d'un mariage en décomposition. Le même après-midi, sachant qu'Amaury serait en réunion tard, j'ai passé 2 appels. Le premier était au cabinet d'Olivia Dubois, avocate en droit de la famille. Le même pitbull qu'Amaury m'avait agressivement recommandé l'année précédente, lorsque j'avais eu des problèmes avec notre syndic de copropriété. L'ironie était si acide que je pouvais presque la goûter. Olivia, c'est Solange Lefebvre. J'ai besoin de vous voir, c'est urgent et c'est à propos d'Amaury. Il y a eu un bref silence à l'autre bout du fil, puis la voix directe et professionnelle de l'avocate. Passez demain à la première heure, 8 heures, par l'entrée de service si vous préférez la discrétion. Le deuxième appel était à la banque à la ligne privée de mon gestionnaire de patrimoine. Kevin, c'est Solange. J'ai besoin que vous geliez immédiatement tous les comptes joints, l'épargne et la ligne de crédit. Ne gardez actif que mon compte personnel. Oui, c'est un ordre d'un titulaire de compte joint. Non, mon mari n'est pas disponible pour le moment. C'est une mesure de sécurité préventive. Je vous expliquerai tout en personne bientôt. Oui, maintenant, s'il vous plaît. J'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur battait à un rythme rapide mais régulier. Il n'y avait plus de peur, il n'y avait qu'une détermination froide et métallique. J'étais passé de la suspicion à la preuve et de la preuve à l'action. Ce soir-là, Amaury est rentré vers minuit. Il sentait l'air de la nuit et un léger parfum sucré qui n'était pas le mien. Il a faim l'épuisement. Une catastrophe bébé. Ces cadres japonais sont implacables. Qu'as-tu fait ce soir ? J'étais assise sur le canapé, un livre ouvert sur mes genoux. Les lumières étaient tamisées. J'ai levé les yeux et je l'ai regardé. Vraiment regardé peut-être pour la première fois depuis des mois. J'ai vu la minuscule, presque imperceptible tache de rouge à lèvres sur le col de sa chemise blanche. J'ai vu le léger gonflement sous ses yeux, pas de fatigue, mais de l'euphorie contenue d'un homme qui venait d'être avec sa maîtresse. J'ai vu l'étranger qui vivait dans ma maison. Oh, rien d'important, ai-je dit en souriant. C'était un sourire calme, le sourire de quelqu'un qui a déjà pris une décision irréversible. Juste des choses de la maison. Le calme que j'avais ressenti après avoir gelé les comptes et rencontré l'avocate a duré exactement 48 heures. C'était un calme étrange électrique, comme le silence qui précède un orage. J'ai joué mon rôle, j'ai préparé le dîner, je lui ai demandé des nouvelles de sa journée, j'ai écouté ses mensonges de plus en plus élaborés avec un sourire en plastique parfaitement moulé. C'était comme vivre à l'intérieur d'une bulle de verre, regardant le monde extérieur se déformer, sachant qu'à tout moment elle pourrait voler en éclats. L'explosion s'est produite un mardi après-midi alors que je pliais du linge fraîchement repassé dans la chambre. Mon téléphone posé sur le lit a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Un frisson instinctif a parcouru mon échine avant même que je ne glisse pour accepter l'appel. « Allô, oui » ai-je dit d'une voix neutre. Solange Lefebvre. La voix à l'autre bout du fil était féminine, jeune sûre d'elle, avec un accent éduqué le genre, appris dans des écoles préparatoires, chère et polie à l'étranger. C'est elle-même. Qui est-ce ? C'est Inès Fournier. L'air m'a manqué. J'ai regardé autour de moi comme si la pièce notre chambre pouvait m'offrir une sorte de refuge. Elle ne le pouvait pas. Il n'y avait que des piles de chemises d'Amaury, ses pantalons soigneusement pliés la montre, que je lui avais acheté pour notre dernier anniversaire posé sur la table de chevet, toute une vie emballée dans des routines domestiques qui semblaient soudain grotesques. Inès Fournier,
ai-je répété, et j'ai été surprise de voir à quel point je semblais calme. Le froid que je cultivais comme une arme s'est activé instantanément. La fille de Bertrand Fournier, la nouvelle recrue du cabinet de mon mari. Il y eut une brève pause, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je l'identifie si rapidement. Exactement, c'est à propos d'Amaury, a-t-elle dit rapidement avant que je ne puisse raccrocher, et de nous. Le mot était là. Nous. Un tout petit mot contenant tout un univers de trahison. Je l'ai saisi comme on saisit un couteau par la lame, sentant le tranchant me couper. Nous, ai-je demandé, laissant un filet de glace se glisser dans mon ton, toi et Amaury former un nous, comme c'est touchant. Ça doit être compliqué avec lui qui vit ici, et toi, eh bien, où vis-tu exactement? Dans l'appartement de la rue de Grenelle, celui qu'il paie, n'est-ce pas? Le silence au bout du fil était absolu, je pouvais presque l'entendre déglutir, se reprendre. Elle n'était pas aussi confiante qu'elle en avait l'air. Vous m'avez suivi, a-t-elle demandé, et sa voix a perdu une fraction de sa bravade initiale. Pas besoin de suivre quelqu'un qui ne se cache pas, ai-je menti, savourant sa confusion, puis je me suis souvenu. Soudain mon index a bougé tout seul. J'ai tapé sur l'écran et appuyé sur le bouton d'enregistrement de l'appel. Une petite icône rouge s'est mise à clignoter. Maître Dubois me l'avait suggéré. Enregistrez tout, même les silences. Mais dis-moi Inès, qu'est-ce qui est si urgent que tu aies besoin d'appeler la femme de ton amant? Je ne suis pas son amante, a-t-elle rétorqué, retrouvant une partie de son arrogance. Nous sommes quelque chose de plus, c'est compliqué. Ah bien sûr, compliqué. Comme votre dîner à l'avenue, ou votre après-midi au cinéma, ou vos séjours à l'hôtel Le Régent. La vérité me semble assez simple pourtant. Ce n'est pas une blague, Solange, ce que nous avons est sérieux. Amaury et moi nous sommes amoureux. Le mot amour m'a frappé au plexus solaire avec la force d'un poing, mais je ne me suis pas pliée en deux, au contraire je me suis redressée. Le linge plié est tombé à mes pieds, ignoré. Amoureux, ai-je répété, en laissant échapper un rire sec et coupant. Comme c'est beau. Et quand cette romance a-t-elle commencé, il y a 7 mois, quand il t'a loué l'appartement, ou avant, quand il t'a fait entrer dans le cabinet de papa pour te garder plus près? Il ne m'a pas fait entrer, a-t-elle explosé, et pour la première fois j'ai entendu une véritable colère dans sa voix. J'ai un master d'HEC, j'ai mérité ma place. Et quelle chance que ton père soit l'associé principal. Et quelle coïncidence que ton supérieur direct soit Amaury et que vous ayez besoin de temps de réunions privées pour revoir des contrats. Ça doit être un travail très absorbant. Vous n'êtes qu'amer. Vous ne pouvez pas le garder à vos côtés s'il ne vous aime plus. Son ton est devenu moqueur. Vous ne le voyez pas? Il reste avec vous par pitié, par habitude. Je lui apporte quelque chose que vous n'avez jamais pu lui donner. La brûlure de la rage m'est montée à la gorge, mais je l'ai ravalée. Non, je n'allais pas lui donner cette satisfaction. Au lieu de cela, j'ai baissé la voix, la rendant presque confidentielle, doucement venimeuse. Et que lui apportes-tu, Inès? La jeunesse, un nom de famille qui ouvre des portes. Dis-moi quand vous êtes dans cet appartement qu'il paie. Est-ce qu'il te raconte à quel point je suis ennuyeuse? À quel point il est reconnaissant que tu sois entré dans sa vie? Ou est-ce qu'il parle de l'emprunt immobilier, des obligations familiales fastidieuses, du stress, de faire semblant jour après jour? Elle a pris une profonde inspiration. Vous n'avez aucune idée. J'ai toutes les idées. J'ai des photos, j'ai des reçus, j'ai des relevés bancaires, j'ai les rapports d'un détective privé qui vous suit depuis des semaines. Je sais tout, Inès. Jusqu'à la marque du parfum que tu portes, le vin que tu commandes à l'avenue. Je sais absolument tout. Le silence, cette fois, était différent. C'était un silence chargé de panique. Je pouvais le sentir à travers la ligne. Mon mari utilise les fonds matrimoniaux pour financer sa jeune maîtresse qui se trouve être la fille de son patron, compromettant non seulement notre mariage, mais aussi l'éthique du cabinet. Bien sûr que je peux le prouver et je le ferai. Il m'aime, a-t-elle dit, mais sa voix semblait faible comme celle d'une enfant grondée. Amaury n'aime que lui-même Inès. Tu es un accessoire cher et peut-être amusant, mais un accessoire quand même. Quand tout ça explosera, et ça va exploser, papa ne va pas être très content et Amaury devra choisir. Tu paries qu'il me choisira. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai porté mon coup final, celui que je préparais depuis que j'avais vu son profil LinkedIn, depuis que j'avais su qui elle était. À propos, savais-tu que ce week-end, selon son agenda partagé, Amaury et moi étions censés aller à Lisbonne pour fêter notre anniversaire? Il en parle depuis des semaines. L'hôtel, les restaurants, il semblait très excité. C'était un mensonge. Il n'y avait pas de projet pour Lisbonne. Il n'avait pas parlé d'anniversaire depuis des mois. Mais c'était le genre de détail intime et cruel qui pouvait percer l'armure d'une maîtresse qui se croyait l'héroïne d'une grande romance.
Il y a eu un hoquet, un petit son étouffé, puis rien. Il ne t'en a pas parlé, ai-je ajouté avec une fausse douceur. Comme c'est étrange, il a dû oublier tellement occupé par le travail et tout le reste. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient maintenant d'adrénaline de rage contenue d'une sorte de triomphe sauvage et douloureux. L'enregistrement était sauvegardé. Je l'avais eu. J'avais planté le couteau du doute dans sa confiance de fille de riche. Mais la victoire avait un goût de cendre. Il ne s'est pas écoulé 10 minutes avant que le téléphone ne sonne à nouveau. Cette fois, c'était Amaury. J'ai laissé sonner 1, 2, 3 fois. À la 4e, j'ai décroché. Je n'ai pas dit un mot. Solange. Sa voix était tendue, agitée. « Qu'est-ce que tu as dit à Inès ?» Elle vient de m'appeler en pleine crise. « Bonjour, mon chéri », ai-je dit avec un calme qui a dû lui paraître fantomatique. « Comment s'est passée ta journée, beaucoup de travail. Ne te fous pas de moi. Tu l'as menacée, tu lui as dit que tu la faisais surveiller. On a juste eu une discussion de femme à femme. C'est elle qui m'a appelée, tu sais, pour me dire à quel point vous étiez profondément amoureux. C'était très éclairant. Je l'entendais respirer fort à l'autre bout du fil. Je l'imaginais dans son bureau, sa cravate desserrée, jetant un coup d'œil à la porte terrifiée que quelqu'un puisse entendre. C'est juste une gamine Solange, elle est confuse. Elle a pris de l'attention professionnelle pour autre chose. Ça ne veut rien dire. 7 mois de loyer, des dîners dans des restaurants 3 étoiles et des après-midi à l'hôtel Régent, c'est de l'attention professionnelle, waouh. Le budget de représentation de mon cabinet est beaucoup plus serré. Le silence était absolu. Puis, un murmure rauque rempli d'une peur que je ne lui avais jamais entendue. « Quoi? Qu'est-ce que tu sais ?»« Tout Amaury, je sais tout, et j'ai les preuves. Sur papier en numérique et enregistré, comme la conversation que je viens d'avoir avec ta gamine confuse. »« Tu es folle !» a-t-il crié. Mais le cri sonnait désespéré sans aucune force réelle. « Tu as engagé un détective, tu m'espionnes. » Je te surveille, et il y a une différence. Je surveillais mes biens matrimoniaux qui se sont avérés être investis dans un appartement pour ta maîtresse, et dans des bijoux et des voyages. C'est incroyable le nombre de frais professionnels qui n'ont pas de reçu chéri. « C'est la fille de mon patron !» a-t-il hurlé. C'est compliqué si son père apprend qu'il y a des frictions, il pourrait... Quoi, te virer priver sa petite fille gâtée de son nouveau jouet? L'ai-je coupé sèchement? J'en avais assez. Écoute-moi et écoute bien. J'ai gelé tous nos comptes joints, j'ai engagé Maître Dubois, les papiers du divorce sont en cours de rédaction. Et si tu ne signes pas un divorce par consentement mutuel et que tu n'acceptes pas la répartition des biens qu'elle propose, tout ce que j'ai y compris cet enregistrement d'Inès, avouant votre liaison, finira non seulement au tribunal, mais aussi dans la boîte mail de Bertrand Fournier de l'ordre des avocats de ta mère, et du Figaro si nécessaire. Non, non, tu ne peux pas faire ça. Sa voix n'était plus qu'un fil, une supplique. Bien sûr que je peux, et je le ferai, sauf si tu fais exactement ce que je te dis. Première chose, tu rentres à la maison tout de suite, et nous allons avoir une vraie conversation, sans mensonges, sans larmes de crocodile, parce que j'ai épuisé mes larmes pour toi il y a des mois. J'ai raccroché, j'ai éteint mon téléphone. Je me suis laissé glisser le long du mur, jusqu'à être assise par terre, au milieu des piles de linge pliés. Mon corps tremblait de la tête aux pieds, comme si j'avais de la fièvre. Mais à l'intérieur, dans un endroit profond, il y avait un noyau de glace parfaite, immobile, dur. J'avais dit les mots, divorce, avocate, preuve. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La guerre avait commencé et je venais de gagner la première bataille décisive. Je lui avais volé l'initiative. Je l'avais dépouillé de son contrôle. Maintenant, il était sur la défensive, effrayé. Et un homme effrayé, je le savais très bien, est un homme dangereux, mais c'est aussi un homme qui fait des erreurs. J'ai attendu assise sur le sol de notre chambre, entourée par les débris de la vie que j'avais construite et que j'étais sur le point de démolir. J'ai attendu que mon mari arrive pour affronter l'homme avec qui j'avais partagé 7 ans et que, à ce moment-là, plus que jamais, je ne connaissais pas du tout. Le cabinet d'avocats Fournier, Valois & Associés occupait 2 étages entiers d'un gratte-ciel moderne sur le boulevard Haussmann, offrant des vues spectaculaires sur Paris. Cela m'avait toujours semblé ironique. Tant d'argent, tant de prestige consacré à résoudre les problèmes des autres, tandis que les nôtres pourrissaient de l'intérieur. Aujourd'hui, en franchissant les immenses portes vitrées, cette ironie avait un goût de bile. La réceptionniste, une jeune femme élégamment vêtue, m'a souri professionnellement. Bonjour, vous avez rendez-vous, Solange Lefebvre, pour voir mon mari Amaury Lefebvre, ai-je dit sans m'arrêter. Mes talons claquaient avec détermination sur le sol en marbre poli du hall. Je portais un tailleur pantalon gris, perle simple mais impeccable.
mes cheveux tirés en un chignon sévère. Je n'étais pas la femme blessée et débraillée. J'étais une négociatrice entrant dans une salle de conseil. Maître Dubois m'avait dit « Votre apparence est votre première déclaration, qu'elle projette la puissance, pas la douleur. » « Madame Lefebvre, attendez, vous ne pouvez pas entrer comme ça. » La réceptionniste s'est levée alarmée, mais j'avais déjà atteint les lourdes portes en chêne qui menaient au bureau des avocats. « Détendez-vous, Chloé, ai-je dit, me souvenant de son nom d'une fête de Noël du cabinet. Mon mari m'attend. » J'ai poussé les portes. Mon cœur battait la chamade, mais c'était un battement ferme et régulier de pure adrénaline, pas de peur. L'open space, avec ses bureaux design et ses jeunes collaborateurs tapant frénétiquement, est tombé dans un silence inconfortable. Certains m'ont reconnu et ont baissé les yeux. D'autres, les plus récents, m'ont observé avec curiosité. Le bureau d'Amaury était au bout du couloir, son nom gravé sur une plaque de laiton. Sa secrétaire Laura, une femme d'une 50aine d'années, qui m'avait toujours semblé assez gentille, a pâli en me voyant. « Solange, ma chérie, Amaury est en... Je sais, il est seul, je viens de lui parler. » ai-je interrompu avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. « Laura, ce ne sont pas vos affaires. S'il vous plaît, ne vous mettez pas au milieu. » La compassion et le conflit se sont livrés bataille sur son visage. Elle a hoché lentement la tête et a détourné le regard. J'ai apprécié son silence. J'ai ouvert la porte du bureau sans frapper. Amaury se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, regardant le chaos des rues de la ville. En m'entendant, il s'est retourné brusquement. Il avait l'air anéanti. Il portait la même chemise froissée que le matin même dans le parking de l'hôtel, sa cravate défaite. Il avait de profondes cernes sous les yeux. Son visage était un mélange de colère, de panique et du nombre de quelque chose qui aurait pu être du remords. « Qu'est-ce que tu fous ici » a-t-il sifflé, en baissant la voix mais sans réussir à cacher le tremblement qui l'agitait. « Tu essaies de me ruiner ? Tu as fait ça tout seul ?» ai-je dit en refermant la porte derrière moi d'un clic doux et final. J'ai sorti une épaisse enveloppe Kraft de mon sac en cuir et je l'ai laissée tomber sur son bureau en chaîne impeccable. Les papiers du divorce, la proposition de convention de règlement, tout est là, signé par moi, à ton tour. Il a fixé l'enveloppe comme si elle contenait un serpent vivant, puis il a jeté un coup d'œil à la porte affolé, imaginant les oreilles indiscrètes de l'autre côté. « Solange, pour l'amour de Dieu, on peut parler de ça à la maison, ce n'est pas l'endroit. »« C'est l'endroit parfait, » ai-je dit, balayant du regard les étagères pleines de livres de droit, les diplômes encadrés, l'endroit où notre photo de mariage était assise, et que je remarquais à l'instant avoir disparu. « C'est ici que tu as construit ton mensonge, où tu as utilisé ton pouvoir, ton influence pour financer ta double vie. Il semble juste que tout s'effondre ici. » Il s'est approché, posant ses mains sur le bureau, se penchant vers moi. Il a essayé de paraître intimidant, mais il n'a réussi qu'à paraître désespéré. « Écoute-moi. Inès, ce n'est pas ce que tu crois. Elle est instable. Elle a fait une fixation sur moi. J'ai essayé de rompre, mais elle a menacé d'aller voir son père, de lui dire que je la harcelais. Elle pouvait détruire ma carrière, Solange. J'étais piégée. » Un rire court et amer m'a échappé. « Sérieusement, c'est la nouvelle version. Parce qu'il y a 2 jours dans le garage, tu m'as dit que c'était un truc de boulot, et hier soir, c'était une gamine confuse. Maintenant, c'est une psychopathe qui te fait chanter, comme c'est pratique à Maury. Toujours la victime. Jamais le salaud qui couche avec la fille de son patron. Je ne te permettrai pas de... » À la ferme, ai-je claqué, et ma voix froide et tranchante comme du verre a résonné dans la pièce. Il a reculé, choqué. « Tu ne me permets plus rien. Pas depuis que je t'ai vu entrer dans cet hôtel. C'est moi qui parle maintenant. Tu as 2 options. Tu signes ces papiers, tu acceptes la répartition des biens que mon avocate a préparés, qui soit, dit en passant, est très généreuse, vu qu'on pourrait aller au pénal pour abus de confiance, et ça se termine de manière civilisée. Ou bien tu me forces à rendre publiques toutes les informations que j'ai. Et je ne parle pas seulement au juge, je parle à chacun de tes associés, de tes clients, à la presse financière. Un éminent avocat d'affaires pris dans un scandale de détournement de fonds avec la fille de son associé. Ça sonne bien, non ? La porte du bureau s'est ouverte violemment. Bertrand Fournier, l'associé principal, le père d'Inès, un homme de 60 ans, avec la carrure d'un vieux boxeur et le regard d'un faucon, a rempli l'encadrement de la porte. À côté de lui, pâle comme la cire, mais les yeux injectés de sang de rage, se tenait Inès. Elle avait dû accourir. « Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?» a tonné Fournier, son regard passant d'Amaury en sueur et en pleine décomposition à moi, debout, grande et froide, devant le bureau, et enfin à l'enveloppe Kraft posée entre nous comme une déclaration de guerre. Bertrand, ce n'est pas... a commencé Amaury, mais Fournier l'a coupé d'un geste de la main. « J'ai entendu des cris depuis mon bureau, et ma fille vient de me raconter des choses très inquiétantes. »
Son regard s'est posé sur moi, c'était un regard qui devait faire trembler juges et avocats adverses. Solange, je suis profondément désolée que nous en soyons arrivés là. Amaury, si tu as fait quoi que ce soit qui compromette ce cabinet, je n'ai rien fait, a crié Amaury, mais sa voix n'était qu'un couinement paniqué. Il ment, la voix d'Inès, stridente et pleine de larmes furieuses, a déchiré l'air. Elle a pointé un doigt, tremblant vers Amaury. Tu t'es servi de moi, tu m'as dit que ton mariage était une imposture, que tu attendais juste le bon moment pour la quitter, que j'étais l'amour de ta vie, c'était un mensonge, tu es un lâche et un menteur. Le spectacle était digne d'un feuilleton, mais je n'étais pas là pour le drame, j'étais là pour les résultats. Monsieur Fournier, ai-je dit en m'adressant à l'associé principal avec un calme qui contrastait de manière saisissante avec l'hystérie des deux autres, je m'excuse que vous deviez assister à cette scène déplaisante, mais comme vous pouvez le constater, la situation personnelle de votre associé affecte gravement l'éthique professionnelle et je le crains les finances de ce cabinet. J'ai ramassé l'enveloppe et je la lui ai tendue. Voici ma demande de divorce. À l'intérieur, vous trouverez des preuves détaillées de virements irréguliers qu'Amaury a effectués depuis nos comptes joints, destinés en grande partie, selon mon enquêteur, à couvrir les dépenses liées à sa relation avec votre fille, appartement, bijoux, vacances. Fournier est devenu blanc. Il a pris l'enveloppe comme si elle était brûlante. C'est vrai, ça, Amaury. Sa voix était maintenant un grondement bas et dangereux. Bertrand, elle exagère. C'était pour l'aider. Inès avait des dettes. Tu n'aurais pas... Ne m'utilise pas comme excuse, espèce de... a hurlé Inès. Ses larmes de fureur avaient cessé de couler. Il n'y avait plus que de la haine féroce et bafouée dans ses yeux. J'ai dépensé mon propre argent. Ton argent, c'était juste pour m'acheter pour que je me taise. Tu es pathétique. Amaury ressemblait à un animal acculé regardant d'une personne à l'autre, cherchant une issue qui n'existait pas. La façade de l'avocat, à succès de l'homme du monde, s'était complètement effondrée, ne laissant derrière elle qu'une coquille mesquine et terrifiée. Assez, a dit Fournier, son autorité remplissant la pièce. Il a regardé sa fille avec un mélange de déception et de fureur. Inès va dans mon bureau maintenant. Puis il s'est retourné vers moi. Solange, je suis sincèrement désolée pour ce qui s'est passé. Vous avez ma parole que cette affaire sera traitée avec le plus grand sérieux en interne. Nous ne tolérons pas une conduite qui compromet notre réputation. Je n'en attends pas moins, ai-je hoché la tête, car si les mesures appropriées ne sont pas prises, je serai obligée de rendre ces informations publiques, pas seulement pour mon divorce, mais pour toutes les autres femmes qui pourraient croiser son chemin. J'ai regardé directement Amaury. Mon avocate maître Dubois attend de vos nouvelles. J'ai attrapé mon sac à main. La boucle était bouclée. J'avais semé la graine du doute, de la méfiance à l'endroit qui comptait le plus. Pour Amaury, son travail, son prestige. Bertrand Fournier ne le regarderait plus jamais de la même manière. Et Inès, l'amante bafouée, serait sa plus féroce ennemie à l'intérieur même de ses murs. En sortant du bureau, le silence dans l'open space était absolu. Tous les yeux étaient rivés sur moi. Certains contenaient de la pitié, d'autres de l'admiration. La plupart n'étaient que pure curiosité morbide. J'ai marché la tête haute, sentant l'histoire se répandre comme une traînée de poudre dans mon sillage. Juste au moment où j'atteignais les portes vitrées, j'ai entendu ses pas courir dans le couloir. Attends. C'était Amaury. Il s'était échappé de son bureau. Son visage était rouge, ses yeux suppliants. Solange, s'il te plaît, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Dis-moi ce que je dois faire, n'importe quoi, mais ne détruis pas ma vie. Je me suis arrêtée, je me suis retournée lentement. Chaque avocat, chaque juriste, chaque secrétaire retenait son souffle. C'était la scène finale et j'en avais écrit le scénario. Ta vie, Amaury, ai-je dit d'une voix si claire que tout le monde pouvait l'entendre. Tu l'as détruite toi-même, la première fois que tu as menti à ta femme, la deuxième fois que tu as utilisé notre argent pour acheter des colliers à une autre, toute cette nuit que tu as passée dans une chambre d'hôtel pendant que je t'attendais dans un parking. Je n'ai rien fait, j'en ai juste eu marre d'attendre et je suis partie. Les portes vitrées se sont refermées derrière moi, scellant le scandale, la honte, le désastre que j'avais laissé dans mon sillage. Dehors, sur le trottoir du boulevard Haussmann, le soleil de midi était aveuglant. J'ai pris une profonde inspiration. L'air sentait la circulation, le café, la ville. Il ne sentait pas les mensonges. Il ne sentait pas le parfum bon marché et la culpabilité. Mon téléphone a vibré. Un texto de Clémence. « Tout va bien, tu as besoin que je vienne ?» J'ai souri pour la première fois depuis longtemps. Un vrai sourire fatigué mais propre. J'ai tapé en retour. C'est fait. Que le spectacle commence.
On se voit à la maison, apporte du vin, le bon. » J'ai levé les yeux vers les fenêtres du cabinet d'avocat. Là-haut, mon ancienne vie s'effritait en poussière, et ici, dans la rue, j'étais enfin intacte. Je respirais. Le vin blanc frais avait le goût de la victoire, une victoire amère épuisante, mais une victoire quand même. Clémence et moi étions dans le salon de l'appartement, les chaussures jetées par terre, les pieds sur la table basse. La lumière de fin d'après-midi se déversait par les fenêtres, baignant les vestiges de mon ancienne vie d'une lueur chaude. Tout me semblait étranger maintenant. Les coussins que nous avions choisis ensemble, la photo encadrée de notre lune de miel à Bora Bora, le vase de designer pour lequel Amaury avait payé une fortune, c'étaient des artefacts d'un naufrage. « Je n'arrive pas à croire que tu as balancé les papiers en plein milieu du cabinet, » a dit Clémence, secouant la tête avec un sourire admiratif. « Tu as des couilles en acier. » Je n'avais pas le choix. Je devais le faire là où ça lui ferait le plus mal, là où c'était réel. Si je l'avais fait ici, il aurait trouvé un moyen de transformer ça en une autre dispute domestique, un autre malentendu. Là-bas, devant son monde entier, il n'y avait pas d'échappatoire. Eh bien, Bertrand Fournier n'oubliera jamais cette scène, ni Inès. L'idiot s'est vraiment construit un cauchemar, a-t-elle dit, en prenant une longue gorgée. Et maintenant, la partie juridique ennuyeuse. Je l'espère. J'espère que ce sera ennuyeux et rapide et que ça me donnera la moitié de tout ce qui est à moi, ce qui est beaucoup. J'ai soupiré, posant mon verre sur la table. Le pire est passé maintenant. Tout le monde sait. Il n'y a plus de secret à garder. La sonnette a retenti un son strident et insistant. Clémence et moi avons échangé un regard. « Tu attends quelqu'un ? Dis-moi que ce n'est pas la presse, » a plaisanté Clémence. Mais elle s'est levée et a regardé par le Judas. Son expression s'est instantanément assombrie. « C'est maman ?» Un nœud s'est formé dans mon estomac. Je n'étais pas prête pour une autre bataille, surtout pas avec elle, mais je savais que c'était inévitable. J'ai ouvert la porte. Ma mère Martine se tenait sur le palier. Elle portait un manteau léger, bien qu'il ne fasse pas froid, et son sac à main était serré dans ses bras. Son visage, d'habitude si soigné et serein, était pâle. Ses yeux, légèrement gonflés, bien qu'elle ne pleure pas. Elle arborait une expression déterminée, la même qu'elle portait lorsqu'elle m'emmenait chez le médecin pour mes vaccins d'enfance. Ça va faire mal, mais c'est nécessaire. Martine, laisse-moi entrer, Solange. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Je me suis écartée. Elle est entrée, a vu Clémence, les verres de vin, l'atmosphère à la fois de deuil et de célébration, et sa bouche s'est encore plus resserrée. « Clémence, je voudrais parler à ta sœur seule. »« Tout ce que tu as à me dire, tu peux le dire devant elle, » ai-je interjeté avant que Clémence ne bouge. « Il n'y a plus de secret ici, plus jamais. » Ma mère a hoché la tête amèrement. Elle s'est perchée sur le bord du canapé sans enlever son manteau, comme si elle ne comptait pas rester longtemps. J'ai parlé à la mère d'Amaury. Un lourd silence est tombé sur la pièce. J'imagine, ai-je dit en croisant les bras. Elle est anéantie. Elle dit que tu as détruit son fils, que tu l'as humilié publiquement, ruiné sa carrière, que j'ai fait exactement ce qu'il méritait, l'ai-je coupé, sentant la colère que je pensais avoir épuisée se rallumer. Et qu'est-ce que tu lui as dit, maman? Que son petit garçon est un saint, que je suis une hystérique? Je lui ai dit que j'étais sincèrement désolée. Ma mère m'a regardée et pour la première fois j'ai vu quelque chose de plus que de la désapprobation dans ses yeux. J'ai vu de la peur. Mais je suis venue ici pour parler de nous, Solange, de cette famille. Ce que tu as fait aujourd'hui a traîné notre nom dans la boue. Tout Paris va en parler. Clémence a laissé échapper un rire sec. Pour l'amour de Dieu, maman, maintenant tu t'inquiètes. Du qu'en dira-t-on? Son mari se tape la fille de son patron depuis presque 1 an. Ça ne traîne pas notre nom dans la boue. Ça ne donne pas aux gens de quoi parler. On règle ces choses-là à la maison, a explosé ma mère en frappant du poing l'accoudoir du canapé. On ne lave pas son linge sale en public. Jamais toi, Solange, tu as brisé la règle la plus importante. Tu as apporté ce scandale juste devant notre porte. Je me suis avancée, je me suis plantée juste en face d'elle. Il n'y avait plus de distance, plus de déférence, plus de patience, juste 2 femmes du même sang face à face, de part et d'autre d'un abîme d'incompréhension. Amaury a apporté la honte quand il a décidé de tricher. Toi, tu l'as apporté quand tu m'as dit de supporter de fermer les yeux comme tu l'as fait. Tout ce que j'ai fait, c'est de les ouvrir. Et regarde maman, regarde autour de toi. Vois-tu quelque chose ici qui vaille la peine d'être sauvé? Cet appartement, ce canapé, cette vie de mensonge. La famille vaut la peine d'être sauvée, a-t-elle crié. Et soudain des larmes ont jailli furieuses et incontrôlées.
Ne pas être seule, ça en vaut la peine. Ne pas avoir à tout recommencer à 0 à 40 ans, ça en vaut la peine. Tu ne sais pas ce qui t'attend, Solange. La solitude est un puits froid et sombre, et une fois que tu tombes dedans, tu n'en sors plus jamais. Son cri, chargé d'une angoisse si ancienne et profonde, nous a figés, Clémence et moi. Ce n'était plus seulement de mon présent que nous discutions, c'était de son passé, de toute sa vie. Pourquoi, maman, ai-je demandé, ma voix se brisant, pourquoi as-tu supporté pour nous? À cause du qu'en dira-t-on? Ou parce que tu avais peur? Elle a baissé la tête, ses épaules tremblaient. Quand elle a reparlé, sa voix n'était qu'un murmure rauque déchiré. Pour tout ça, pour vous les enfants, pour la maison, pour ne pas décevoir mes parents, parce que c'est ce que faisaient les femmes de ma génération, on endurait. Ton père, c'était une seule fois, avec sa secrétaire, une idiote de 20 ans qui croyait qu'il allait me quitter pour elle. Elle a relevé la tête, ses yeux, depuis de chagrin. Quand je l'ai découvert, j'ai voulu le tuer, et puis j'ai voulu mourir moi-même. Mais tu avais 10 ans, Clémence en avait 12, Paul en avait 8. Qu'est-ce que j'allais faire? Briser la famille? Vous condamner à grandir dans un foyer brisé, à être les enfants de divorcés? Non, je ne pouvais pas. Alors j'ai ravalé ma fierté, j'ai ravalé ma rage. Et je lui ai pardonné. Elle s'est essuyé le visage agressivement. Mais le pardon, ma chérie, le pardon, ce n'est pas oublier. C'est devoir regarder l'homme qui a brisé ta confiance dans les yeux chaque matin et lui faire son petit déjeuner. C'est ravaler sa fierté jour après jour pour que tout le monde puisse avoir une vie normale. Et maintenant? Maintenant, ton père me regarde et je vois toujours cet homme-là. Et il me regarde et il voit la femme qui lui a pardonné mais qui ne l'a jamais absous. C'est ça notre vie, Solange. C'est ça que tu veux. Faire bonne figure jusqu'à ce que tu oublies qui tu es vraiment. Le poids de sa confession m'a frappé comme une tonne de briques. Clémence avait couvert sa bouche avec sa main, les yeux pleins de larmes. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Toute mon enfance, tous ces moments de tension silencieuse. À la maison, les absences de mon père, la tristesse chronique de ma mère, tout prenait un sens terrible et déchirant. Non, maman, ai-je dit, et ma voix était douce maintenant, remplie d'une douleur partagée. Ce n'est pas ça que je veux, c'est exactement pour ça que je ne peux pas faire ce que tu as fait, parce que je t'admire pour ta force, pour le sacrifice que tu as fait pour nous. Mais je ne veux pas de ta vie, je ne veux pas de ton silence, je ne veux pas mourir un peu chaque jour. Je préfère la solitude dont tu parles, je préfère le puits froid à pourrir dans un mensonge chaleureux. Elle m'a regardé longuement, les larmes glissant sur ses joues, ridées, puis, de manière inattendue, ses lèvres se sont courbées en un minuscule sourire triste. Tu es plus forte que moi, Solange, tu l'as toujours été, et plus courageuse. Elle a soupiré, un soupir qui semblait venir de la moelle de ses os. Je t'ai dit d'endurer parce que c'était la seule chose que je savais faire, parce que je pensais te sauver de la douleur. Mais je ne faisais que te proposer un plan de paiement à vie pour ma propre douleur, et je ne veux pas de ça pour toi. Elle s'est levée avec effort, a lentement enlevé son manteau et l'a drapé sur le dossier du canapé. Un geste intime domestique qui signifiait qu'elle restait, qu'elle déposait les armes. Tu as raison, c'est lui qui a apporté la honte, toi tu n'as apporté que la vérité, et la vérité fait mal, mais au moins elle n'empoisonne pas. Elle s'est approchée et a posé ses mains sur mes épaules. Ses paumes rugueuses et chaudes m'ont transmis une force nouvelle différente. Fais ce que tu as à faire, ma chérie, et compte sur moi, pas pour te dire quoi faire, mais pour te soutenir dans ce que tu décideras. Cet appartement, dit-elle en faisant un geste dédaigneux vers le salon, ces choses ne sont pas ta vie. Toi, tu es ta vie, et elle est trop précieuse pour être gâchée avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a. C'était le plus grand acte d'amour que ma mère m'ait montré depuis des années. Clémence s'est approchée et nous a enlacées toutes les deux et nous avons pleuré toutes les trois au milieu du salon de mon mariage raté. Nous avons pleuré pour la douleur, pour le temps perdu, pour les batailles qui n'ont jamais été menées et pour celles que je menais enfin. La paix fut de courte durée. Le lendemain, la mère d'Amaury Thérèse s'est présentée à ma porte. Elle n'était ni anéantie ni suppliante. Elle est arrivée avec la dignité blessée d'une mère défendant son petit, mais aussi avec l'intelligence pratique d'une femme de son rang social. Solange, pouvons-nous gérer ça autrement, a-t-elle dit, sans prendre la peine de s'asseoir. Une séparation temporaire, une thérapie. Amaury est anéanti. Il sait qu'il a fait une erreur monumentale. Ce n'était pas une erreur, Thérèse, c'était un choix. 1000 choix chaque jour pendant des mois, et la thérapie ne guérit pas le manque de respect et la déloyauté. Elle a hoché la tête amèrement. Il te donnera tout ce que tu demandes.
L'appartement, une pension alimentaire généreuse. Mais ne ruine pas sa carrière. Si tu vas au tribunal avec ces preuves que tu prétends avoir, il ne perdra pas seulement tout avec toi. Il perdra tout. Et tu ne veux pas ça. C'est le père des enfants que vous auriez pu avoir. Nous n'avons pas d'enfants, et Dieu merci pour ça, ai-je dit, sans broncher. Et je ne veux pas ruiner sa carrière. Je veux juste ce qui est à moi, et je veux être loin de lui pour toujours. Dites à votre fils que s'il signe la convention de divorce par consentement mutuel, sans se battre sa vie professionnelle, survivra peut-être même s'il doit changer de cabinet. C'est mon offre, la seule. Thérèse m'a regardée et dans ses yeux, j'ai vu qu'elle avait compris, elle savait qu'elle avait perdu, son garçon n'avait plus de marge de manœuvre, elle a hoché la tête une fois et est partie sans un autre mot. Cette nuit-là, comme un écho prévisible, est venue la dernière tentative d'Amaury. Pas un appel téléphonique, c'était lui en personne. À 1h du matin, frappant doucement à la porte, j'ai regardé par le Judas. Il était défait, arborant une barbe de 3 jours, sentant le whisky et le désespoir. J'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé la chaîne de sécurité en place. Solange, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Laisse-moi t'expliquer. Je t'ai assez écouté, Amaury. Il n'y a rien de nouveau que tu puisses dire. Je t'aime, a-t-il crié, sa voix se brisant en un sanglot. Je me suis rendu compte que je t'aime. L'histoire avec Inès, c'était stupide. Une façon de fuir, je ne sais pas. Mais toi, tu es ma vie. Ce que nous avons, on ne peut pas le jeter à la poubelle. Je l'ai regardé à travers la fente de la porte. Cet homme qui m'avait autrefois fait rire, avec qui j'avais rêvé d'un avenir, à qui j'avais juré un amour éternel. Je ne ressentais plus rien. Ni colère, ni haine, ni amour. Juste un vide immense et un soulagement profond. Non, Amaury, ai-je dit avec un calme absolu. Tu ne m'aimes pas, ce que tu aimes, c'est la vie que tu avais, la vie confortable, respectable, avec une femme qui repassait tes chemises et sauvait les apparences. Ce que tu veux, c'est que je balaie ta honte sous le tapis comme une bonne épouse le ferait. Mais je ne suis plus cette femme, et cette vie est terminée. Tu l'as tuée. On peut essayer, a-t-il supplié en appuyant son front contre le bois de la porte. Non. Parce que je ne t'aime plus, et on ne peut rien construire sur un trou. Va-t'en, Amaury, parle à ton avocat, signe les papiers et laisse-moi tranquille. C'est la seule chose décente que tu puisses faire pour moi à la fin. J'ai fermé la porte, je l'ai entendu glisser de l'autre côté, jusqu'à être assis sur le palier. J'ai entendu un sanglot laid, puis après un moment, j'ai entendu ses pas s'éloigner de plus en plus lents, jusqu'à disparaître. Je me suis appuyée contre la porte de mon côté, du côté de ma nouvelle vie, vide, incertaine, mais propre. Pour la première fois depuis très très longtemps, je me suis sentie en paix. Le dernier lien, celui de l'amour-mort, avait été coupé. Il ne restait plus que du papier de l'encre et la loi, et j'étais prête. Le palais de justice sentait le bois ciré, la peur et la bureaucratie, une odeur rance qui n'avait pas changé depuis des décennies. Moi, Solange, j'étais assise sur un banc dur dans la salle d'audience flanquée de maîtres du bois dont la présence à mes côtés était aussi solide et rassurante qu'un cuirassé. En face de nous, à l'autre table, étaient assis Amaury et son avocat, un homme à l'air fatigué qui n'arrêtait pas de chuchoter à son client, avec une frustration évidente. Amaury me regardait à peine, il avait l'air plus mince, consumé, il portait un costume cher, mais il flottait sur lui. Son élégance était devenue une pâle imitation d'elle-même. Moi, en revanche, je portais une simple robe bleu marine. Ce n'était pas le costume d'une victime ou d'une vengeresse, c'était l'uniforme de quelqu'un qui était venu conclure une affaire. Votre honneur, a commencé l'avocat d'Amaury lorsque la juge, une femme d'âge mûr avec des lunettes à monture métallique, a demandé les déclarations liminaires. Mon client souhaite exprimer son profond remords pour les erreurs commises, qui n'avaient en aucun cas pour but de diminuer le respect qu'il porte à Madame Lefebvre. Cependant, nous considérons la proposition de répartition des biens présentée par la requérante comme excessive. Elle ne reflète pas l'esprit de coopération dont mon client a fait preuve, ni ne tient compte de sa situation professionnelle actuelle qui s'est considérablement détériorée suite à ces malheureux événements. Maître Dubois s'est légèrement penché vers le microphone. Sa voix était claire, sereine, sans une once d'émotion. Votre honneur, ma cliente n'est pas ici pour évaluer le remords, mais pour faire valoir ses droits. L'esprit de coopération du défendeur s'est limité à se faire prendre la main dans le sac après des mois de tromperie et de détournement de fonds matrimoniaux communs. La proposition est équitable. Quant à sa situation professionnelle, elle découle directement de ses propres actions et non de celles de ma cliente. Actions que, soit dit en passant, nous avons lourdement documentées. La juge a feuilleté l'épais dossier.
Je vois que la requérante a fourni un dossier de preuves très fourni, des objections quant à sa validité, maître. L'avocat d'Amaury a dégluti. Votre honneur, certaines de ces preuves ont peut-être été obtenues d'une manière... toutes obtenues légalement et en plein respect des lois sur la vie privée, a coupé maître Dubois, en faisant glisser une copie des rapports de l'enquêteur et des relevés bancaires certifiés sur la table du greffier. Photographie, rapport de surveillance professionnelle, relevé de comptes joints, montrant des virements récurrents vers des comptes tiers et même un enregistrement audio d'une conversation dans laquelle la tierce partie Inès Fournier admet la relation. Pas d'écoute illégale, juste des faits. Amaury est devenu encore plus pâle en entendant le nom d'Inès. Son avocat a marmonné quelque chose mais a hoché la tête en signe de résignation. La juge a examiné les photos, l'une d'elles particulièrement nette, Amaury et Inès entrant dans l'hôtel. Elle est ensuite passée au relevé bancaire où les virements vers un compte au nom d'Inès Fournier se détachaient avec une régularité honteuse. Monsieur Lefebvre, a dit la juge en levant les yeux par-dessus ses lunettes, reconnaissez-vous ces virements ? Amaury a ouvert la bouche, mais seul un croassement en est sorti. Finalement, il a hoché la tête. Oui, votre honneur, mais c'était des prêts pour l'aider ? Des prêts sans contrat, sans intérêt et sans intention de remboursement, comme en témoignent les SMS également inclus dans le dossier, a noté maître Dubois de manière transparente. Des fonds prélevés sur un compte alimenté par les économies communes du couple. La bataille juridique fut brève et brutale. Dans un dernier sursaut de désespoir, Amaury a tenté de faire valoir que l'appartement de Paris était en grande partie le fruit de son travail et que je devais me contenter de moins. C'est à ce moment-là que maître Dubois a sorti ses derniers documents, les contrats de mon entreprise de design d'intérieur, mes fiches de paie, les registres prouvant que j'avais contribué autant sinon plus à l'emprunt et aux frais de subsistance pendant des années, surtout au début, quand il n'était qu'un jeune collaborateur noyé sous les dettes de ses études de droit. Ma cliente a sacrifié des opportunités professionnelles pour soutenir la carrière de son mari, votre honneur, a dit maître Dubois, et pour la première fois son ton contenait une pointe d'émotion contenue. Elle a construit un foyer, et ce foyer a été trahi. Tout ce qu'elle demande maintenant, c'est sa part légitime. Pas un centime de plus, pas un centime de moins. La juge a délibéré brièvement, consultant ses notes. La salle d'audience était d'un silence oppressant. J'ai baissé les yeux sur mes mains jointes sur mes genoux. Je ne me sentais pas triomphante. Je ressentais juste un immense épuisement et une profonde envie que ce soit terminé. Après examen de l'historique et des preuves fournies, a finalement déclaré la juge, et ne trouvant aucune cause justifiant une répartition disproportionnée, je trouve la convention de règlement proposée par Solange Lefebvre juste et conforme à la loi. Approuvée selon les termes demandés. Division des biens à 50%, prestations compensatoires accordées compte tenu de la disparité actuelle des revenus comme demandé, la garde de l'animal de compagnie commun, un chat nommé Rive Gauche, est attribuée à Solange. Elle a refermé le dossier d'un coup sec. Je souhaite aux deux parties la paix pour aller de l'avant. L'affaire est close. Un coup de marteau et c'était fini. 7 ans de ma vie réduits à quelques minutes de jargon juridique et de répartition de biens. Maître Dubois m'a serré le bras souriant avec une satisfaction professionnelle. De l'autre côté de l'allée, l'avocat d'Amaury lui parlait à voix basse en rangeant sa mallette. Amaury ne bougeait pas. Il me fixait avec des yeux injectés de sang, un mélange d'incrédulité et de haine. Je suis sortie de la salle d'audience sans me retourner. Dehors, dans le couloir frais et silencieux, j'ai pris une profonde inspiration. Maître Dubois m'a tendu une copie certifiée du jugement. C'est fait, Solange, vous êtes libre, et financièrement en sécurité, vous avez gagné. Je n'ai rien gagné qui n'était pas déjà à moi, ai-je dit en mettant le document dans mon sac. Mais merci, Olivia, pour tout. Alors que je descendais les marches du palais de justice, sous le soleil éclatant du milieu de matinée, Amaury m'a rattrapé. Solange, attends, s'il te plaît. Je me suis arrêtée, je n'ai rien dit. Alors c'est comme ça que tout se termine, avec une division de compte en banque et un chat. Sa voix était rauque brisée. Ça s'est terminé il y a des mois, Amaury, dans un parking. Aujourd'hui, ce n'était que de la paperasse. Il a baissé la tête. Je ne te déteste pas, tu sais. Même si toi tu me détestes. Non, ai-je dit, et la vérité de mes propres mots m'a surprise. Je ne te déteste pas. La haine demande de l'énergie, et j'ai dépensé tout ce qu'il me restait pour toi. Ce que je ressens, c'est rien. Tu es un étranger, et je veux que tu le restes. Pour la première fois, j'ai vu comment cette indifférence plus dure que n'importe quelle insulte l'a frappé plus fort que la décision de la juge. Il a légèrement vacillé. Je t'aimais, vraiment.
Peut-être, mais ce n'était pas assez, et moi je ne t'aime plus, c'est aussi simple et aussi triste que ça. Au revoir, Amaury. J'ai descendu le reste des marches sans tourner la tête. Je n'ai pas entendu ses pas, je n'ai plus rien entendu, juste le bruit de la ville vaste et indifférente qui continuait de tourner. Mon ancienne vie était restée derrière dans cette salle sombre, et moi je marchais pas à pas vers ce qui allait suivre. Un an plus tard, la vitrine sentait la peinture fraîche, les belles matières et le champagne. Sœur Inco, c'est ce que disait l'élégante enseigne au néon sur le mur en briques apparentes. En dessous, Clémence et moi, dans nos plus belles robes, accueillions amis, famille et clients. C'était l'inauguration de notre studio de design d'intérieur. Une partie de mon règlement de divorce, plus un petit prêt commercial avait payé pour ça. Un espace modeste mais charmant dans le haut marais des ordinateurs neufs, des échantillons de tissus et un immense canapé où les clients pouvaient s'asseoir et imaginer leur maison. De vraies maisons, pas des showrooms. L'endroit était bondé, mes parents étaient là, ma mère Martine, une coupe de champagne à la main, discutait avec animation avec une de mes anciennes clientes. Elle a croisé mon regard et m'a fait un clin d'œil. Il y avait quelque chose de nouveau en elle, une légèreté. Comme si, en me soutenant sans condition, elle avait enfin commencé à se pardonner elle-même. Mon père Édouard se tenait à côté d'elle, silencieux, mais avec sa main posée dans le creux de son dos. Un petit geste timide qui était peut-être le début de quelque chose de différent. Ou peut-être juste la trêve de deux vétérans de guerre. Mes amis du travail, mes anciennes colocataires de fac, même quelques clients qui m'avaient suivi, ils étaient tous là, il n'y avait aucune trace de pitié dans leurs yeux, seulement de la curiosité, de l'admiration et une joie sincère. « Tu es nerveuse ?» a demandé Clémence en s'approchant de moi avec une bouteille de champagne pour remplir mon verre. Un peu, mais c'est un bon trac. Le trac de quelqu'un qui commence quelque chose qui lui appartient complètement. Et comment ? Elle a hoché la tête, trinquant son verre contre le mien. Puis Clémence a tapé sur son verre avec une cuillère pour attirer l'attention de tous. Le brouhaha s'est calmé. Très bien, merci à tous d'être venus. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un rêve que ma petite sœur et moi partageons depuis des années. Et regardez parfois les fins qui semblent catastrophiques ne sont que les débuts dont nous avions besoin depuis le début. Elle m'a regardé les yeux brillants. Solange n'est pas seulement la meilleure designer que je connaisse, c'est la personne la plus courageuse que je connaisse, et ce soir, je porte un toast à elle, à nous et à tous les nouveaux départs. Santé. Santé a fait écho la foule, et le son des verres qui trinquent a rempli la pièce. À ce moment-là, à travers la foule, j'ai aperçu Luc Moreau, le détective privé. Il se tenait près de la porte, une bière à la main, observant la scène avec un sourire presque imperceptible. Nos regards se sont croisés. Il m'a fait un léger signe de tête, un salut d'un professionnel à une cliente satisfaite, ou peut-être d'une personne à une autre qui était sortie d'un tunnel sombre. J'ai hoché la tête en retour. Il s'est retourné et s'est éclipsé son travail terminé, sa marque discrète mais permanente laissée sur ma vie. Plus tard, alors que la fête commençait à se calmer, je suis sortie sur le pas de la porte du studio. La nuit parisienne était chaude, vibrante de vie. Dans la poche de ma robe, mon téléphone a vibré. C'était un texto d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert avec précaution. C'est Inès, je sais que tu n'as pas à répondre. Je voulais juste te dire que j'ai déménagé à Londres et que tu avais raison. Ce n'était pas de l'amour, c'était autre chose et ça m'a coûté cher. J'espère que tu vas bien et que tu auras beaucoup de clients. Au revoir. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai effacé le message. Ce n'était pas par dépit, c'était juste que son chapitre et celui d'Amaury appartenaient à un livre que j'avais déjà refermé. Je n'avais pas besoin d'épilogue pour ces personnages. Clémence est sortie et s'est appuyée contre le cadre de la porte à côté de moi. Tout va bien. Oui, ai-je dit. Et c'était vrai, tout allait bien, j'ai levé les yeux. Entre les immeubles du Marais, je pouvais voir un bout de ciel étoilé. Ce n'était pas une aube comme celle du parking de l'hôtel, c'était une nuit pleine sereine conquise. J'avais perdu un mariage, j'avais gagné une sororité plus forte, un métier que j'aimais un peu de paix et le droit dur et merveilleux d'écrire ma propre histoire. Sans mensonge, sans compromis, sans personne à mes côtés qui ne veuille pas y être pour moi et seulement pour moi. Allez, a dit Clémence en tirant doucement sur mon bras. Il reste du champagne et notre premier client arrive demain à 9h. La vie continue, ma sœur. Je l'ai suivi à l'intérieur, vers la chaleur des gens qui m'aimaient, vers la lueur des néons de notre propre entreprise. La vie, en effet, continuait. Et pour la première fois depuis très très longtemps, j'avais vraiment envie de la vivre.